je suis très surprise de partager la scène avec le Dr. Barry Zuckerman. Et en Ontario, j'essaie de faire en sorte que nous essayons de l'inviter. Je suis ici avec Michael Meany aussi. Quelle surprise! Et comme Michael Meany, j'utilise tout le temps ses travaux. Je vole ses travaux constamment. Et j'espère qu'il va parler des rats et du léchage et de toutes sortes d'autres questions du genre. Mais si vous travaillez avec quelqu'un qui est vraiment un emmerdeur, pensez qu'ils n'ont pas été suffisamment léchés. Et je connais Eric. Eric, alors que vous parliez, mon mari et moi allons avoir un rendez-vous à l'aéroport ce soir. Mais c'est moi qui l'organise tout le temps. Par conséquent, il est terrifié parce qu'il va prendre l'avion à Toronto à 17 heures. Alors maintenant, j'ai aussi besoin de thérapie familiale, après ce que vous venez de nous dire. Eh bien, je vais vous dire que la solution à tout ceci, c'est la connexion, le lien. C'est ça qui est crucial. Nous sommes tous ici avec nos différentes influences. Nos cerveaux ont évolué et ont développé grâce à nos expériences. Certains d'entre nous qui sommes médecins, nous sommes dans ce monde. En fait, Sue Bennett est en train d'entrer dans un nouveau monde et nous avons décidé de faire quelque chose avec les lasers. Comme par exemple faire beaucoup d'argent. Vous êtes dans le domaine du travail social. Vous auriez pu décider de travailler avec les malheureux sains. Mais je vous dirais que nous sommes tous ici ensemble parce qu'au très fond de notre cœur, dans le silence de notre intimité, nous avons le grand désir d'établir une connexion avec les plus vulnérables et de faire en sorte que l'authenticité dont nous a parlé le docteur Julien se manifeste. Alors, ceci, en fait, c'est important. La connexion est absolument cruciale dans le travail que nous faisons. Les familles avec lesquelles vous travaillez ont des vies qui sont saturées de problèmes. Et il est très facile, comme on nous l'a si bien dit, c'est très facile de savoir exactement ce qu'elle doit faire. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il nous faut établir la priorité absolue, c'est-à-dire que les relations sont ce qui compte. Les relations sont cruciales, je le répète. Alors, une chose fondamentale de la biologie du cerveau, je suis une traductrice du savoir, en fait. J'essaie de vulgariser la théorie, les connaissances. Alors, le cerveau, eh bien, la nutrition du cerveau, c'est la connexion, ce sont les relations, ce sont les allées et venues des relations de tous les jours. Vous voyez des moments extraordinaires ici. Ça ne s'arrête pas, en fait, dans la petite enfance, même si je me fais la défendresse de la petite enfance. Bon, la relation avec les parents. J'ai l'impression d'être rentrée à la maison. Je suis une psychiatre pour les enfants. Vous connaissez, en fait, Love, un psychiatre de Hamilton, mais dans mon monde, je sens que je suis de plus en plus isolée parce que mon rôle, alors que je travaille et vis avec des familles qui ont des défis à relever, c'est vraiment de comprendre leurs dilemmes. Je suis dans une profession où de plus en plus les gens vont utiliser en fait ce qui est fixe. Alors, on établit un diagnostic et ensuite on donne le traitement, les médicaments. Mais au cœur de ce que vous faites, c'est la relation et la qualité du moi, la qualité de qui je suis que j'apporte à cette interaction. Alors, lorsque nous travaillons avec des familles, comme nous l'avons entendu, vous voyez ces moments merveilleux sur cette diapositive. Souvent, je m'inquiète de voir que les familles ne comprennent pas le message, à savoir que les relations, la santé relationnelle avec leurs enfants, c'est plus important pour leur réussite à l'école que leur réussite au test de mathématiques ou au test de littératie, de lecture. En fait, on a repoussé la santé relationnelle trop loin. Mais les relations, je le répète, sont cruciales. Le cerveau se construit littéralement par les rencontres. Vous entendrez du Dr. Meany
que c'est pas les gènes par rapport à l'environnement, mais plutôt l'interaction entre les deux. Moi, j'ai un premier diplôme en musique et en philosophie, et nous avons eu beaucoup de plaisir à discuter si c'était les gènes ou l'environnement, la nature ou l'éducation, ou si c'était s'amuser ou une perte de temps. Alors, les relations sont cruciales ou sont clés. Mais de poser la question à n'importe qui, ils vont dire « Je suis tellement stressé, il y a du stress autour de moi. » Bon, le stress, c'est pas bon, mais ici, à Montréal, il y a un institut très connu qui examine le stress et le docteur Sonia Lupienne est une championne pour ce qui est de l'étude du stress. Nous savons qu'il y a du bon stress, comme par exemple moi ici, sur la scène, il y a un stress terrible. Et c'est lorsque le stress, en fait, est atténué par les relations. Et nous, frères et sœurs, nous sommes capables de l'entourer et de l'appuyer. Par conséquent, sa souffrance est plus tolérable pour mon frère. Mais le stress qui nous inquiète et le stress que nous pouvons, en fait, grâce à nos relations différentes, c'est le stress toxique auquel sont assujettis les enfants. J'aimerais insister sur le fait que lorsque je viens et que je vois le docteur Gilles Julien et que je me promène avec Diego et que je regarde ce qui se passe dans la fondation, ce que je vois, c'est l'intention qui veut que par le biais de la construction de relations, on diminue le stress et dans la vie des familles. Vous n'êtes pas là pour diagnostiquer, régler le problème et donner des médicaments, mais vous entamez un périple avec la famille. Pourquoi est-ce que c'est si important? Et j'ai vu des jeunes familles qui arrivent à la clinique. Elles avaient un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance, ça, plusieurs chercheurs disent que ça diminue et atténue le stress toxique et ça neutralise la cortisone. Il y a des défis qui se posent. Alors, ne nous leurrons pas. C'est une étude très connue. Ici, c'est Hart et Risley. Alors, le cerveau se construit par le biais des expériences. Nous avons l'expérience du langage que les enfants entendent et ça aide les neurones, les cellules du cerveau à établir toutes les relations. Et le plus les enfants entendent des mots ou le plus ils entendent des langues, plus ils peuvent développer d'autres langues. Je vais vous parler des langues ou du langage, mais je dois vous dire que au lieu de mettre l'accent sur le langage, il faudrait mettre l'accent sur l'attachement et je vais y revenir dans quelques instants. Alors, ça, c'est une étude très importante qui a été réalisée par Hart et Risley. Les chiffres dans les groupes n'étaient pas très importants. Par exemple, alors, statut socio-économique faible, moyen et élevé. C'est une étude très importante. Ils ont examiné le nombre d'heures et le nombre de mots que les enfants entendaient au cours de leurs premières années. Alors, j'aimerais que vous imaginiez ceci. Le principe, c'est que le plus vous entendez de mots, les neurones, les cellules du cerveau s'allument et au fur et à mesure où le stimulus répétitif se déclenche, on établit de plus en plus de connexions. Par conséquent, ces enfants qui ont entendu peut-être 13 millions de mots, ça a l'air beaucoup, mais en fait, comparé aux gens plus riches qui ont un très haut statut socio-économique, là, ici, il y a 30 millions de mots de différence. Alors, la qualité et le contexte de l'environnement, c'est extrêmement important. Peut-être me direz-vous, d'accord, eh bien, enseignons à ces gens qui vivent dans la pauvreté comment ils doivent parler à leurs enfants. Eh bien, devinez quoi? Vous perdriez beaucoup d'argent parce que plusieurs familles qui vivent dans la pauvreté font de très bonnes choses avec leurs enfants. Et certaines de ces familles, eh bien, ont des enfants qui se débrouillent pas si bien que ça, finalement. Pourquoi? Parce que les deux parents travaillent et qu'il y a quelqu'un qui garde les enfants mais ne leur parle pas. Et ça, c'est une question de parentage. Ça n'est pas une question de pauvreté. Mais si on y regarde de plus près, on voit que dans l'étude de Hart et Risley, ce n'est pas simplement le nombre de mots que les enfants entendent, mais aussi ce qu'ils entendaient, c'est différentes affirmations. Alors, le nombre d'affirmations que les enfants qui vivaient dans la pauvreté entendaient, c'était 5. Ils avaient oublié le négatif. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ci.
Et les gens qui vivaient dans des familles plus riches avaient 32 affirmations, comparées à environ 5 ou 6 affirmations négatives chez les familles les plus pauvres. Vous voyez comment le cerveau est construit. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a des façons dont on peut approcher ceci. Il y a des études qui examinent seulement les familles pauvres et, par exemple, on a trouvé que dans les familles pauvres, il y avait donc une zone plus grise. Ne présumez pas que si vous vivez dans la pauvreté, les gens n'ont pas de sagesse et d'autres qualités. Les relations sont importantes. Les familles, dans cette étude, eh bien, certaines des mamans n'avaient que 60 mots en 1 heure, mais plusieurs des mères avaient quelques 1200 mots à l'heure. Pourquoi cette différence? Eh bien, l'une des grandes différences, c'était la connexion, l'attachement. Alors, l'attachement, c'est ce que ce petit bébé que nous avons vu donc avec le docteur Zuckerman. Ce petit bébé était en pleine détresse parce que la maman restait impassible, mais ensuite la maman s'est exprimée et c'est ce à quoi s'attendait le bébé. Et lorsque le bébé a été rassuré par la maman, à ce moment-là, son stress a disparu. L'attachement à avoir avec la connexion émotionnelle. Lorsque vous vous vivez une situation de stress ou que vous êtes malade. Et ça, c'est la caractéristique que nous devons essayer de développer au sein des familles. Il y a de très bonnes études qui examinent la perspicacité ou la compréhension des parents. Est-ce que les parents, en effet, sont capables de se mettre dans les chaussures de leurs enfants? Est-ce qu'ils sont curieux et essaient de comprendre pourquoi les enfants ne se comportent pas bien? Eric nous a dit que ça, c'était le comportement et que ce qu'il montrait était peut-être différent. On a dit que si ces parents pouvaient se montrer curieux quant à leur comportement de leurs enfants, s'ils pouvaient se mettre à la place de leurs enfants, alors lorsque on leur demande de se laver et que l'enfant proteste, les parents peuvent dire « Oh, il s'amusait tellement, c'est pour ça qu'il résistait ». Ça, c'est une relation d'attachement très différente. Le descripteur est différent. Et ces enfants se débrouillent mieux comparé aux enfants dont les parents disent « Ah, il est juste comme son père. Il fait jamais ce que je lui dis. Et il est là simplement pour que je me sente mal. » Vous voyez la différence entre les deux relations? Ce que les études nous ont montré, c'est que les enfants qui sont exposés au même niveau de violence, lorsque le parent montre une certaine perspicacité ou compréhension, vous savez quoi? Il n'y a pas de pathologie. Moi, ce que je vous dirais, c'est que nous devons penser à nous-mêmes et essayer de nous mettre à la place des familles. Et pour que nous puissions aider ces familles, il faut que l'on connaisse leurs rêves. Il faut essayer de savoir ce qu'ils désirent pour leurs enfants, parce que c'est là où nous commençons. Nous devons les accompagner. La résilience dont ils ont besoin, la résilience qu'ils développent, c'est grâce aux relations et aux connexions qu'ils vont construire avec vous. Il faut penser au stress et essayer de nous mettre à leur place et essayer d'imaginer d'être à leur place. Maya Angelou, une excellente écrivaine, a dit pourquoi est-ce que les gens vont vous souvenir? Ils ne vont pas se souvenir de vous pour ce que vous avez dit ou ce que vous avez écrit, mais ça, pour la fondation du Dr Julien, en fait, c'est une maison pour les familles, pour nous. Et c'est la façon dont on va les faire se sentir. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont se mobiliser pour le changement. On se souvient en effet des gens pour la façon dont ils nous ont fait nous sentir. Merci beaucoup de votre attention.